Hello à toutes et à tous, bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition des outils du recrutement, LODR pour les intimes. Je vois des bonjours dans le chat, donc je pense que tout fonctionne parfaitement. Bienvenue à tous, on est ensemble jusqu'à 11h30 pour cette matinée spéciale pour les cabinets de recrutement et les ESN. Ah, il y a un problème de son chez Angélique. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont un problème de son ou de vidéo? Ou est-ce que tout le monde me voit et m'entend correctement? J'ai des pouces en l'air, j'ai du OK. Donc, il y a OK, tout est OK. Bon. Du coup, Angélique, je ne pourrais pas t'aider. On va commencer, si vous le voulez bien, puisque la matinée va être bien rythmée. Vous avez vu, on est ensemble jusqu'à 11h30. Je me présente, je suis Marion Cozard, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis la directrice générale de l'école du recrutement et je suis ravie de pouvoir être votre animatrice et votre chef de bord, comme disait Jennifer, qui est en coulisses et qui déroule les slides pour nous et qui a organisé et orchestré ce super événement. Donc, je suis votre animatrice pour la matinée et pour peut-être que certains le savent ou pas, mais j'ai moi-même, avant d'être à l'école du recrutement, été recruteuse pendant plus de 10 ans, même pendant 11 ans, j'ai tenu bon, en cabinet de recrutement. Donc, cette matinée me parle particulièrement et la thématique me tient particulièrement à cœur puisque j'ai bien connu ces années dans cet environnement où on n'est pas forcément très bien outillé et où finalement les outils qu'on a sont pas toujours très adaptés à nos problématiques. Donc ça me tenait particulièrement à cœur de faire cette matinée. Je sais pas si tout le monde connaît l'école du recrutement. Donc avant de démarrer, je voulais quand même vous faire un petit rappel et un petit focus sur qui on est et ce qu'on fait. Vous voyez là sur la slide la photo d'équipe et la super team avec laquelle on travaille tous les jours. En gros, il y a 4 grands sujets sur lesquels on travaille tous les jours. L'essentiel de notre métier, comme notre nom l'indique, c'est de former. Et donc, on forme aujourd'hui à travers un parcours certifiant des recruteurs et des opérationnels, des hiring managers sur tout le process du recrutement. C'est une formation en ligne qui est reconnue et certifiante. Donc, ça, c'est top. On fait également des formations inter-entreprise ou intra-entreprise quand on veut aller sur des problématiques un petit peu plus particulières ou spécifiques. On travaille également évidemment beaucoup sur de la création de contenu, un blog, un podcast, une newsletter que vous devez, j'espère, connaître. Et si vous ne connaissez pas, allez vite vous abonner. Et puis, on a également des événements un petit peu partout en France, des événements en physique partout en France ou des événements à distance comme celui d'aujourd'hui qui a vocation vraiment à vous aider, vous en tant que recruteur, dans vos choix, à vous poser des questions, à vous permettre de réfléchir à certaines problématiques. Et donc, des événements comme celui-ci, on en organise plusieurs fois dans l'année. Donc, voilà, on est ravis de vous avoir nombreux et nombreuses. Alors, LODR, qu'est-ce que c'est ? LODR, les outils du recrutement, c'est un événement en live. Donc, vous êtes là derrière votre écran sur une matinée où on va vous proposer de vous présenter des acteurs. Là, en l'occurrence, ce matin, on va vous en présenter 4 qui ont été sélectionnés sur une thématique dédiée. Et puis, ce matin, pour la première fois, notre idée, c'est de faire une matinale spéciale sur un secteur qui est ESN et cabinet. Ce sont les acteurs du staffing. Parce que on sait que finalement, même si nous, on passe notre temps et notre année un peu à vous dire que les méthodes de recrutement, elles sont universelles, quel que soit votre secteur, quelle que soit votre taille d'entreprise, votre budget, votre spécialité marché, la méthodologie de recrutement doit être universelle. Néanmoins, quand on parle d'outils, je suis assez convaincue que ça vaut le coup de regarder un petit peu de plus près nos spécificités à chacun et chacune.
Je faisais un peu l'analogie douteuse, je vous l'accorde, mais quand même, avec planter un clou. Si on veut planter un clou avec une semelle de chaussures, avec une couverture de livre un peu rigide, probablement qu'on va y arriver. Évidemment, on sera beaucoup plus efficace avec un marteau. Et en faisant cette analogie douteuse, j'ai découvert que il existait différents marteaux, je ne sais pas si vous le saviez, mais il existe des marteaux de menuisier, des marteaux de charpentier, des marteaux de maçon, des marteaux de forgeron. À chaque secteur, il y a son marteau. À chaque secteur, il y a son outil. Et je pense que pour les ESN, pour les cabinets, pour le staffing, il est important d'avoir aussi des outils dédiés parce que probablement qu'un marteau de menuisier n'est pas terrible pour un forgeron et vice-versa. Donc ce matin, on vous propose une sélection de marteaux dédiés exclusivement pour vous, pour que votre choix soit un peu plus sain et un peu plus éclairé. Donc le programme, c'est que d'ici 2 minutes maintenant, nous allons débuter la table ronde pour vous aider. En fait, on va poser des questions. Merci beaucoup pour ce gif, Thomas, il est parfait. On va faire une petite table ronde jusqu'à 10h moins 5 environ, où on va, les 4 acteurs vont passer à tour de rôle pour répondre à différentes questions qu'on leur a posées et pour tenter d'éclairer de façon assez globale les différents oui, c'était la matinée BTP, ouais, c'est ça. Pour essayer d'éclairer sur les différentes questions qu'on peut se poser quand on réfléchit à changer d'outil ou à s'équiper en tant que cabinet et ESN. Et puis ensuite, à partir de 10h, on va recevoir sur scène les 4 acteurs les uns après les autres pour faire des démos et des présentations de leur outil. On commencera avec Equa, et donc Séverine et Sébastien nous parleront d'Equa. Ensuite, Julien et Anthony nous présenteront Boond Manager, Edouard nous présentera Calent, et enfin, Johan nous présentera Jarvis. Donc, restez avec nous, c'est à la carte. Choisissez les outils que vous voulez écouter, tous ou pas d'ailleurs. Notez bien les horaires parce que pour le coup, on sera hyper précise et ponctuelle sur les horaires. Donc voilà, notez bien, faites un screen de votre écran s'il le faut. Évidemment, ensuite, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions. Vous pouvez discuter dans l'onglet chat. Je vois que l'onglet chat existe, est déjà fourni. Si vous avez des questions, mettez-les plutôt dans l'onglet questions-réponses qui est juste en dessous de l'onglet chat. Et puis, à la fin de chaque démo, on vous proposera un petit sondage, mais ça, je vous en reparlerai à chaque fois. Voilà, il y a des questions qui s'affichent. Les questions, c'est ici, exactement. 9h23, en avant pour la table ronde. Comment choisir ses outils quand on recrute en cabinet ou en ESN? C'est parti pour la première question et donc le premier intervenant. Voilà, je vous présente en effet tous les intervenants de cette table ronde. Donc Séverine pour Equa, Jean-Florian pour Boond Manager, Johan pour Jarvis et Edouard pour Calent. Première question de cette table ronde. Où j'accueille du coup Jean-Florian. Pourquoi il est essentiel pour les cabinets et pour les ESN d'avoir des outils dédiés plutôt que des outils généralistes? Bonjour Jean-Florian et bienvenue. Bonjour à tous, merci de me recevoir. Je vais répondre à ta question, Marion. J'ai travaillé 5 ans en ESN et j'ai eu les mêmes problèmes de marteau, comme on parlait tout à l'heure. J'ai pu utiliser des solutions généralistes et des solutions dédiées pour les ESN. Et l'avantage qu'on peut avoir à utiliser une solution de la sorte, c'est surtout d'augmenter les chances d'adhésion des utilisateurs parce que l'outil est plus proche des besoins quand on utilise un outil spécialisé. Et notamment, je peux prendre des exemples de fonctionnalités dédiées qui vont être propres à notre secteur versus des solutions généralistes. Donc, si on prend l'exemple des ESN, typiquement, je vais avoir besoin en tant qu'ingénieur d'affaires
de générer des dossiers de compétences. Je vais également avoir besoin de faire matcher mon besoin client avec mes candidats ou collaborateurs que je rencontre. Et puis, un autre point qui est important, c'est un outil spécialisé. Ça permet également une meilleure collaboration. Et je prends l'exemple en ESN, entre ingénieurs d'affaires et recruteurs, on est souvent amené à travailler ensemble et avoir un outil spécialisé qui centralise les infos au même endroit. Donc, je prends un exemple par exemple, de créer des fils de discussion par rapport à un profil. Ça permet une meilleure communication entre les différentes équipes. Et enfin, le dernier point, pourquoi c'est essentiel de prendre un outil dédié plutôt que généraliste, c'est que quand on prend un outil dédié, en face de nous, on va avoir aussi des experts de la solution qui maîtrisent notre métier et qui sont capables de répondre à nos demandes du quotidien. Et du coup, derrière, ça nous permet forcément, sur de la mise en place, une meilleure rapidité de déploiement et beaucoup de gains de temps. Voilà pour ma part, Marion. Super, en effet. Merci beaucoup, Jean-Florian, pour tes éclairages. On va accueillir maintenant Johan, qui va aussi nous donner 2-3 billes. Peut-être, moi, en tant que recruteur, est-ce qu'il y a des signaux qui doivent m'alerter pour prendre un ATS ou pour changer d'ATS quand je suis dans mon activité? Est-ce qu'il y a des signaux un peu systématiques que tu vois qui doivent m'alerter? Salut Marion et bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Oui, bien sûr. Et avant de répondre, je te remercie pour la comparaison avec moi. On en reparlera un petit peu après quand même. Je n'étais pas prêt à ça. Mais oui, évidemment. Moi, c'est mon quotidien de me confronter à ce type de problématique. Aujourd'hui, je pense qu'être bien équipé, c'est très important. Et je pense que les signaux qui doivent nous alerter sur ça, c'est lorsque l'ATS, le fait d'en avoir un ou de vouloir en prendre un, devient une douleur, en fait, devient quelque chose qui est complexe à gérer au quotidien et qui n'est pas un véritable atout. Aujourd'hui, avoir un ATS digne de ce nom, ça veut dire que c'est un véritable allié du quotidien, quelque chose qui va nous faciliter le quotidien. Et si on ne considère pas que c'est le cas, à ce moment-là, je pense qu'il est important de se poser la question et de remettre un petit peu en question son organisation, parce que l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit structuré et qui permette d'être une aide au quotidien. Donc, évidemment, si on a des collaborateurs qui s'en plaignent régulièrement ou ça va être une douleur de le remplir, je pense que c'est des signaux plutôt forts à se remettre en question. Et souvent, en fait, lorsqu'on commence un petit peu à réfléchir à ça, il y a une crainte, il y a quelque chose qui apparaît souvent, c'est un petit peu la peur du changement. Des fois, la volonté de ne pas changer juste parce que soit on en a peur, soit on n'en a pas envie, de peur de perdre des données ou ce genre de choses. Et ça, au final, s'il n'y a plus que ça qui nous retient, c'est dommage parce qu'aujourd'hui, il y a des solutions qui existent et qui facilitent cette partie-là aussi. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, si on ne considère pas que demain, si on a un nouveau collaborateur, que l'ATS qu'on lui met à disposition, c'est une vraie opportunité, que c'est vraiment quelque chose qui va faciliter sa vie, je pense que c'est un bon signal pour envisager au moins de regarder ce qui se passe sur le marché. Super, merci beaucoup, Johan, pour ces signaux. On va accueillir maintenant Séverine. À ton avis, Séverine, sur quels aspects les recruteurs manquent d'informations dans cette sélection et dans ce choix? Eh ben, merci Marion pour la question. Bonjour à tous. Alors, de ce qu'on a pu voir par rapport aux différentes prospections ou même par rapport à nos clients, là où les recruteurs manquent cruellement, selon nous, d'informations, c'est beaucoup plus en amont. Parce que, il y a la notion technique et fonctionnelle, donc c'est quelque chose qui doit être creusé en amont pour que, les attentes spécifiques, ou les exigences fonctionnelles collent parfaitement à leurs besoins. C'est pas forcément quelque chose qui est, bien réfléchi en amont, non pas que vous, recruteurs, vous le fassiez pas, mais je pense qu'il y a vraiment cette notion, qui manque au début de cette recherche, quand on est recruteur. Donc, vraiment, il faut, bien comprendre le process et identifier le process en amont RH pour qu'on puisse vraiment, coller parfaitement aux besoins et aux attentes.
Le conseil que je pourrais donner, c'est tout simplement le côté d'identification de besoins, mais que ça soit à court ou à moyen terme d'ailleurs, parce que c'est très important. Il faut lister également toute la partie fonctionnalité qui est indispensable, qu'on souhaite intégrer, par exemple, à un ATS quand on veut en changer ou quand on en recherche un d'ailleurs. Bien évidemment, il y a aussi le côté interface. Il faut trouver une interface qui est simple d'utilisation, qui soit conforme à la RGPD, qui soit conforme à l'expérience utilisateur, qu'on veut mettre aussi en valeur, et bien évidemment, s'informer également en amont de toute la partie accompagnement, de toute la partie support qui est cruellement importante quand on a un outil et qu'on travaille au quotidien avec, et bien évidemment, les mises à jour de la solution et les évolutions. Voilà ce que je pouvais répondre à ta question. Super, merci beaucoup Séverine. Je pense que le côté support, on en a tous eu des bons cas qui nous sont venus en tête là quand tu nous as parlé de ça. Merci beaucoup Séverine. On passe à la question suivante du coup. En effet, est-ce que toi tu as des exemples de déploiements qui auraient pu un peu mal tourner quoi et pourquoi? Est-ce que tu as des exemples? Oui, tu parlais de marteau tout à l'heure. Effectivement, on a tous différents marteaux, donc ça peut effectivement mal se passer. Bien sûr que, tout le monde, a connu des déploiements qui ont rencontré quelques difficultés. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons, en fait, à cela. Il y a, le manque de prise de conscience au niveau du timing parce que pour déployer une solution, n'importe laquelle d'ailleurs, on a besoin de timer pour pouvoir, livrer quelque chose qui colle parfaitement aux besoins. Et donc, si le timing n'est pas bien identifié en amont, ça peut engendrer une frustration au moment du déploiement parce que aussi il faut anticiper toute la partie qu'il peut y avoir, c'est-à-dire des retards au niveau des documents qu'on demande pour de la mise en production, donc un paramétrage inadapté au moment du déploiement, donc qui engendre de la frustration comme j'expliquais. Il y a aussi toute la partie perte de temps, pardon. Si tout le process RH a été identifié mais pas assez au moment du déploiement, on va rencontrer cette confrontation et ce déploiement qui risque d'engendrer des difficultés parce que le paramétrage, encore une fois, sera pas adapté au process RH, comme on souhaite qu'il soit mis en avant lors du déploiement d'une solution. Et on peut observer, alors autant chez les prospects que chez les clients, une partie de rotation de personnel, ce qui fait qu'on a une perte de compétences liées à la solution au moment où on le déploie, et aussi une perte d'information qui est cruciale, notamment quand on fait des formations. Donc toute cette partie-là, elle est, très importante à identifier en amont pour que le déploiement, se passe, de façon optimale et que vous soyez tous contents, quand on vous livre votre solution. Voilà Marion. Merci Séverine. Il y a eu des sueurs froides dans le chat à entendre ces déploiements qui ont mal tourné. Joanne, comment on gère sa base de données? Parce que qui dit outil dit forcément base de données. Comment on la gère pour que ce soit un avantage plutôt qu'un frein? Eh bien, déjà, je pense qu'il est primordial que la base de données soit un avantage. Si on ne considère pas que ça soit un avantage, là, c'est une vraie problématique. Tout simplement parce qu'au quotidien, on va nourrir cette base de données. Et du coup, c'est quand même fort dommageable si, au fur et à mesure de l'activité, on ne peut pas s'appuyer dessus et valoriser toute cette base de données. Donc, au final, moi, pour que ce soit un avantage, je considère qu'il est très important pour les utilisateurs que cette base de données elle soit structurée, clairement structurée, et qu'elle soit en finalité en fait exploitable. C'est-à-dire que demain, on prend un nouveau poste, on prend quelque chose, une nouvelle mission. Je pense qu'il est primordial de se dire, je vais pouvoir capitaliser sur ma base de données et en tirer, entre guillemets, ce que je dirais moi le meilleur, c'est-à-dire avoir la capacité dans un premier temps de pouvoir se dire qu'est-ce que j'ai dans ma base de données et être rapidement capable de définir des critères et d'exploiter cette base. Donc je pense que pour que ce soit un avantage, il y a cette fameuse structuration. Il y a le côté exploitation, être capable via des filtres, via une capacité à rechercher dedans, qui doit être simple et super efficace pour l'équipe.
Donc, il y a deux façons de faire. Je pense que tu as une capacité à avoir une base exploitable via un système de filtre, quelque chose de manuel où tu vas noter des tags, ce genre de choses, et qui rapidement va te permettre de pouvoir requêter dedans. Mais il y a aussi après tout l'aspect lecture des profils qui, demain, si je veux faire des recherches, que ce soit par entreprise, par secteur d'activité, par expérience, ce genre de choses, doit être disponible pour l'équipe. Donc au final, pour moi, il y a une dimension de structuration de la base et une dimension de disponibilité avec recherche dedans. Et si tu as ça, si tu combines les deux, pour moi, ta base elle devient exploitable et du coup un vrai avantage et tu commences déjà à t'appuyer sur ta base de candidats plutôt que de commencer par du sourcing. Top, merci, merci beaucoup pour cet éclairage. On passe à la question suivante et avec Jean-Florian. Comment on peut gérer la tension entre les délais très courts et pour autant la qualité des recrutements? Là, je pense que ça parle à toute l'audience. On a tous connu ça, que ce soit en cabinet ou en ESN. C'est notre quotidien. Et à mon sens, tout se passe en amont finalement au niveau du recrutement. Faut partir du fait que le recrutement, c'est de la gestion de projet. Et quand on a de la gestion de projet, voilà, des recrutements pour hier exactement, eh bien, il faut effectivement faire le plus de préparation possible. Et quand je parle de préparation, on parle du brief, tout part du brief finalement. Avoir les missions, les différents projets, la localisation, la part de remote, le salaire ou le TJM, c'est des éléments concrets qu'on va utiliser pour pitcher auprès des candidats justement et aller plus vite dans notre recrutement. En ESN, on a souvent 10 besoins en même temps. Il y a une notion de priorité. Je pense qu'il faut aller vers les choses qu'on maîtrise le plus, où est-ce qu'on a un pool de candidats conséquents, et puis aussi peut-être l'importance du client qu'on va accorder par rapport à notre besoin. Idéalement, il faut rationaliser les processus, automatiser le plus de tâches répétitives possible et répondre de manière courte. Et enfin, tous les postes ne se valent pas en termes de complexité. Et donc, l'idée, c'est de communiquer clairement, alors soit avec son hiring manager, soit avec son client, pour justement exposer les différents difficultés qu'on rencontre ou les différents points d'avancement, où est-ce qu'on en est dans le recrutement par rapport à ce besoin. Et puis un autre point, je pense que pour gagner du temps, parce qu'on court après celui-ci, c'est utiliser la data. Finalement, d'où viennent mes recrutements précédents? Est-ce que c'est par des job boards? Est-ce que c'est par mon sourcing, ma marque employeur, la cooptation, qui va me permettre de gagner du temps par rapport à ces besoins-là? Et je finirai par cette dernière phrase. Le problème de se précipiter, c'est que ça peut être des décisions coûteuses. Un mauvais recrutement, c'est entre 30 000 et 50 000 euros à minima. Voilà pour ma part. Ouais. Merci pour ces éclairages. La communication, c'est important en effet. Et parfois, juste pouvoir ou savoir dire non pour recadrer aussi les limites. Du coup, quand on passe sur, tu vois, quand on a notre mindset qui s'oriente un peu plus performance en tant que recruteur, est-ce que ça change un petit peu nos usages en termes de reporting? Je pense que oui, je pense que tout le monde connaît l'adage « tout ce qui se mesure s'améliore ». Pour moi, dans le recrutement, c'est particulièrement vrai. En fait, on peut pas nier les problèmes quand on a des chiffres sous les yeux. Et aujourd'hui, il existe des solutions pour piloter son recrutement, et je parle bien de pilotage et pas de KPI pour faire des KPI. Et de manière très concrète, il y a des choses qu'on doit mesurer, et c'est pour ça que les usages ont changé. Avant, on parlait de nombre de rendez-vous le plus possible à la semaine. Là, l'idée, quand on démarre un process de recrutement, il faut mesurer le time to fill. Donc, typiquement, si on a un peu plus de 90 jours dans son time to fill, c'est qu'il y a peut-être des choses à améliorer. On parle également de time to hire. Une personne qui est en process pendant plus de 30 jours de recrutement, ça peut être aussi peut-être un peu complexe. Et puis, ce qu'il faut analyser pour prioriser, justement, c'est d'où viennent mes recrutements, ce que je disais précédemment, le sourcing, le job board sur le site. Pareil, pour maximiser ses actions. Et puis, surtout,
essayer d'avoir la recommandation, notamment je parle auprès des candidats. Et ça, typiquement, on peut mettre tout ce qui est NPS, Net Promoter Score, pour justement voir si on peut se faire recommander auprès de candidats ou par de la cooptation. Voilà, ces métriques, finalement, elles permettent de mieux piloter son plan de recrutement, améliorer ses pratiques, se remettre en question. Et je pense qu'avec le temps, aujourd'hui, les usages, ils ont évolué pour proposer finalement une meilleure expérience candidat également. Voilà pour ma part. Merci Jean-Florian. Et en effet, comme tu disais, en général, quand on a les chiffres sous les yeux, c'est déjà beaucoup moins discutable. On est moins dans la contestation. Merci Jean-Florian. Johan, est-ce que tu aurais un exemple de la manière dont les data peuvent faire évoluer des process, par exemple? Oui, tout à fait. D'ailleurs, je pense qu'il est super important d'être en capacité d'exploiter cette data et surtout de l'avoir, je pense, à disposition sans effort, sans avoir à la rechercher, sans avoir à la calculer. On a des outils aujourd'hui qui permettent de prendre ce recul en un clic et de voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors oui, des exemples, moi j'en ai un notamment d'un cabinet de recrutement et aussi d'une ESN qui avait eu un petit peu les mêmes problématiques. C'était des équipes, on va dire, je crois qu'on était entre 5 et 6 recruteurs. Et en fait, on avait des gens dans cette équipe, suivant leur activité, qui ne sourçaient pas tout à fait de la même manière. Certains utilisaient plus, par exemple, la partie email, d'autres passaient plus par la partie message. Et on avait chacun qui faisait un petit peu sa sauce de son côté, notamment concernant les messages et les envois. Et en fait, on s'est rendu compte, enfin, cette équipe s'est rendu compte après quelques semaines, voire mois d'activité, très simplement, des taux de réponse qu'ils généraient en fonction des canaux qu'ils utilisaient, donc que ce soit des mails, des emails, des messages LinkedIn. Et ils se sont vite rendus compte que, par exemple, ils étaient sur peut-être 4 fois plus de réponses lorsqu'ils passaient par message LinkedIn que par email. Donc sur cette équipe-là en particulier, la différence a été flagrante. Et il y avait aussi des messages d'approche en fonction des missions qui étaient recherchées, qui étaient aussi beaucoup plus impactants. Et c'est notamment une personne de l'équipe qui avait des taux de réponse bien meilleurs que les autres. En fait, en exploitant ces données, en étant capable de voir, par exemple, quels sont les modes de personnalisation de messages qui fonctionnent le mieux, quels sont les canaux de contact qui fonctionnent le mieux, tu arrives au fur et à mesure à pouvoir optimiser ton temps de sourcing, notamment, en étant capable d'allier d'un côté les messages qui fonctionnent le mieux, avec les personnalisations qui matchent, et les canaux de contact qui ont les meilleurs taux de réponse sur certaines activités. Donc, en fait, tu te retrouves avec une équipe qui est capable de prendre du recul, de dire, voilà, on fonctionne mieux par message LinkedIn et on fonctionne mieux avec ce type de personnalisation. Et de fait, tu te retrouves avec des équipes qui peuvent se dire, nous, au final, en travaillant, en remettant en question un petit peu notre fonctionnement et en analysant nos résultats, on est capable de dire que sur ce type d'activité, on a peut-être doublé notre taux de réponse. Alors, je ne dis pas que tu doubles le nombre de recrutements, mais en tout cas, tu vas être capable de mieux identifier ce qui fonctionne et de l'exploiter. Ça te permet aussi de faire des tests, des fois, quand tu veux avoir quelque chose, remettre en question certaines choses. Mais en tout cas, cette capacité à pouvoir avoir la data disponible, l'exploiter, ça te permet en fait de gagner du temps et d'être plus efficace. Et je pense que c'est pas mal de ce que recherche. Et de réaxer du coup tes actions, quoi. Et top. Ça, tu vois, c'est du concret, c'est des choses qu'on nous parle au milieu de nos rendez-vous, et c'est quelque chose qui est super intéressant. Merci Johan. On passe à la question suivante et on accueille Édouard. Bienvenue Édouard. Du coup, on en parle beaucoup là, promesse de l'automatisation qui est un peu forte. Du coup, tu arrives pour te faire un peu l'avocat du diable. Est-ce qu'il y a des limites et quelles sont-elles selon toi ? Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous. Alors moi, je suis expert d'automatisation, donc car j'ai 10 ans d'expérience dans le marketing automation. Mais attention, en fait, je vois beaucoup de recruteurs qui jouent aux apprentis sorciers. Et en fait, l'automatisation, c'est vraiment une arme à double tranchant. Donc, bien utilisée, elle peut vous faire gagner 30 à 50% de productivité sur votre quotidien. Mais mal utilisée, en fait, elle peut vraiment nuire à vos recrutements et à votre conversion. Donc c'est intéressant, en fait, à mettre en place vraiment sur certaines phases du recrutement, notamment dans votre ATS pour automatiser l'acceptation, le refus de certains candidats, ou avoir des templates de rédaction d'annonces. Mais mal utilisée, notamment dans le sourcing, qui est mon sujet de prédilection, cela peut vraiment nuire à la marque employeur et à l'expérience candidat.
Donc, c'est le problème, en fait, lorsqu'on utilise des outils de marketing automation pour contacter en masse des candidats. Donc, en fait, vraiment, ma recommandation là-dessus, c'est d'utiliser l'automatisation seulement sur des segments bien qualifiés, bien identifiés de candidats et privilégier quand même des approches hyper personnalisées. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être bien accompagné sur ces sujets-là et rien ne vaut une approche hybride, en fait, entre automatisation et intelligence humaine. Super, merci pour cet éclairage, Edouard. Il y a une deuxième question pour toi. Est-ce qu'il faut avoir un certain niveau en sourcing pour tirer le meilleur justement d'une solution d'automatisation ou est-ce qu'il faut un certain niveau ou pas? En fait, grâce à l'essor des nouvelles solutions IA, le niveau d'expertise, il tend à aller vers zéro. En fait, il s'amoindrit. En tout cas, l'expertise technique, qu'on s'entende. Donc, en fait, c'est un peu la fin des méthodes X-ray, du Boolean, car maintenant, on peut obtenir en quelques clics des listes de candidats qualifiés. On peut avoir des coordonnées, on peut déceler si le candidat il est à l'écoute. Et donc, voilà, l'expertise, elle est un peu, et on voit ça aussi pas mal auprès des commerciaux et du marketing, c'est-à-dire que l'expertise, elle est plutôt maintenant dans la créativité. Donc, en fait, c'est OK, maintenant, comment attirer l'œil du candidat qui est sursollicité toute la journée sur LinkedIn? Et c'est là où, en fait, ça peut être intéressant, une fois qu'on a réussi à avoir les bons contacts, de tenter des approches sur des canaux différents. Donc, avec, par exemple, des messages vocaux sur LinkedIn, des messages WhatsApp, et vraiment d'arriver sur des messages hyper personnalisés pour se différencier et pour mieux briser la glace de la meilleure des manières. Donc ça, c'est vraiment c'est là-dessus que c'est hyper important de travailler justement toutes ces approches. Donc en fait, un bon sourcing, c'est en fait surtout déjà ne plus avoir de candidats qui correspondent pas à mes recherches. Donc ça, c'est la mission de Calent. Et c'est aussi de se constituer un vivier en fait à partir de plusieurs sources. Donc là aussi, en fait, ce qui est intéressant, c'est aussi justement ce qu'on disait aussi tout à l'heure, d'avoir à la fois du job board, de la chasse, du bouche à oreille, du nurturing sur sa base existante. Et en fait, c'est comme ça qu'on maximise les chances d'un bon recrutement. Donc voilà. Et en fait, et surtout avec le temps, ce qui est important, c'est aussi de bien en fait capitaliser sur les sources qui marchent le mieux. Et là aussi, qui peuvent dépendre aussi des typologies de métiers. Donc c'est là aussi c'est intéressant de faire un peu un bilan sur les succès passés et de bien noter un peu la source des recrutements à chaque fois. Comme ça permet vraiment de capitaliser sur les bons canaux. D'accord. Ok, merci beaucoup Edouard. Séverine, comment on peut gagner en productivité? C'est ce qu'on essaye de voir là depuis tout à l'heure avec tous les outils, l'automatisation, etc. Mais en maintenant malgré tout une bonne expérience candidat. Très bien. Alors, je vais essayer de répondre le plus concrètement possible. Pour gagner en productivité, on sait que de toute façon, c'est crucial dans le métier du recruteur. On veut tous augmenter notre productivité et c'est essentiel. Donc, du coup, il faut centraliser les activités pour que, du coup, le côté optimisation au niveau de l'organisation interne, match. Il faut bien sûr réduire les tâches chronophages et manuelles, donc de l'automatisation, alors bien sûr à jauger selon le besoin. On a également besoin de pouvoir faire un suivi simplifié des candidatures. Du coup, si c'est simplifié pour les candidats et on match avec une organisation interne beaucoup plus fluide et optimale, forcément, on est clair et fluide, donc on a cette expérience de candidat qui est très positive. Donc on engendre toute cette partie bonne expérience candidat avec toute la partie optimisation, toute la partie centralisation au niveau des tâches chronophages, qu'elles soient manuelles ou ce qu'on peut faire dans notre quotidien. Voilà, en gros, pour gagner en productivité, il faut vraiment se concentrer sur toutes ces particularités que je viens de vous donner et forcément, ça va favoriser une bonne expérience candidat. Voilà. Top, merci Séverine pour ta réponse. On retrouve de nouveau Edouard qui va quand même nous expliquer, parce que bon, allez, on parle d'IA dans le recrutement, là ça fait quoi? Ça fait des années, mais là depuis encore un an, on en parle encore plus. Concrètement, c'est quoi l'IA dans le recrutement, Edouard?
Justement, comme tu le disais, l'IA, déjà, ça n'a rien de nouveau, hein. On utilise tous l'IA depuis des dizaines d'années, par exemple, dans nos algorithmes de recommandation sur Netflix ou Spotify. Mais après, c'est vrai qu'il y a un usage massif des IA génératives pour produire du texte, des images, de la vidéo. Et cela a été rendu possible, justement, surtout cette dernière année, hein, grâce au succès de ChatGPT. Et en fait, ce qui est intéressant, nous, sur notre sujet du recrutement, c'est de comprendre comment l'IA peut nous aider dans les tâches du quotidien. Et là-dessus, finalement, il y a des évidences. Donc, il y a par exemple les templates IA de prise de contact et de relance du candidat, la rédaction d'annonces d'emploi, la structuration d'entretien, le scoring de CV. Donc, il y a vraiment plein de sujets. Mais après, l'IA n'a rien de magique non plus. Donc, c'est-à-dire, pour moi, c'est quand même une bonne base de travail. Ça permet justement d'avoir des templates, mais il faut bien aussi les relire. Et après, nous, par exemple, chez Calent, on fait de l'IA car on fait surtout du machine learning. Et donc, on est vraiment sur des sujets de data et de données. Et notamment, en fait, on entraîne un modèle, par exemple, pour tous les postes similaires à une fonction, ce qui nous permet d'élargir la recherche. Et aussi, on peut prédire le salaire d'une personne. Donc ça, c'est intéressant. Et ça, c'est un autre niveau aussi d'IA. Mais en tout cas, pour y voir plus clair, comme je sais que les gens sont friands aussi de ressources gratuites, nous, on a fait en exclusivité un guide pour l'IA dans le recrutement. On peut vous donner, on va pouvoir vous donner accès directement à ce guide-là. Et en fait, on vous a mis, alors je vais vous le mettre dans le chat. Hop. Ouais, on va vous le partager dans le chat. Ça y est, il est partagé. Vous allez trouver justement en fait un assistant pour faire vos annonces de job, pour préparer vos entretiens. Et en fait, on vous a mis aussi les meilleurs prompts pour vous aider au quotidien. Comme ça, peut-être que vous y trouverez. On a fait aussi un récap justement de toutes les possibilités autour de l'IA. Donc comme ça, peut-être que vous trouverez des astuces en fait pour mettre tout ça en place. Top, super, merci Edouard. On adore les ressources gratuites et les contenus gratuits. On est un peu des spécialistes aussi à l'école du recrutement. Alors merci d'aller dans la même vibe. Merci à tous les quatre d'avoir répondu aux questions. Je crois qu'il y avait quelques questions qui ont été posées dans le chat. Certaines ont déjà eu des réponses. Mais non, j'ai vu qu'il y avait des questions restées sans réponse. Alors, je vois que Nico Roux, on définit certaines méthodologies comme le reporting, le suivi des sources de recrutement et autres comme des nouveautés, alors que ces outils et ces pratiques existent déjà chez les ESN et cabinets de nos confrères Benelux et UK depuis 10 ans. Du coup, quelle est la question? Je ne sais pas s'il y a une question. Pourquoi sommes-nous autant en retard en France en termes d'outils et de pratiques? Est-ce qu'il y a une personne qui veut se lancer sur cette réponse? Je ne sais pas si on est vraiment autant en retard que ça. Mais est-ce que quelqu'un je peux répondre à la question de Nico Roux? Non, moi je pense qu'on n'est pas du tout en retard, et notamment sur les sujets IA, on voit que Edouard, tu es mute. Ah oui. Bah, c'est bon. Non, moi je pense qu'on n'est pas du tout en retard, et au contraire, on voit que les Français, même à l'international, c'est les leaders dans l'IA, notamment aux États-Unis. Après, je pense qu'il y a aussi une question de réglementation. Donc, notamment, nous, on travaille uniquement en conformité avec le RGPD, et ça peut être un vrai frein, je pense, en termes de data, mais ça permet aussi de protéger aussi la data des candidats. Donc voilà. Mais après, je trouve que il y a quand même énormément d'innovation qui se fait au niveau des startups dans le recrutement. Donc, je pense pas que la France soit particulièrement en retard. Non, moi, j'essaye en tout cas de rattraper le retard. Je suis là pour ça. Merci Edouard. Il y avait une question de Maria pour Séverine. Concrètement, quelles sont selon toi les tâches chronophages pour un recruteur? Sont-elles toutes automatisables aujourd'hui? Alors, oui, j'étais en train de voir justement la question. Merci. Donc, alors, j'ai un problème de... Voilà, ça y est, pardon. On t'entend. Ouais, c'est bon. Merci.
Alors, je pense que, pour répondre déjà à la deuxième partie de la question, je pense qu'elles sont pas toutes automatisables aujourd'hui, pour des raisons, et vous en conviendrez tous et toutes avec moi, il y a rien qui va remplacer, l'humain. Donc forcément, elles sont pas toutes automatisables. Néanmoins, il y a beaucoup de tâches chronophages, et manuelles qui peuvent être, oui, automatisées et il y en a différentes sortes, mais celles qui me viennent en tête tout de suite, c'est toute la partie justement, sourcing et également toute la partie suivi candidat et le côté, on reçoit encore des CV papier et donc qu'est-ce qu'on en fait? Et ben, avec nos petites mains, on, crée le dossier candidat et ça prend du temps parce qu'on doit reprendre les CV et on doit les mettre en PDF. Bon bref, vous l'avez compris, il y a toute cette partie-là peut être automatisable. Bien évidemment, il y en a d'autres, vous le verrez un petit peu dans la démo de toute façon tout à l'heure, mais je pense que Maria, si je crois bien que c'était le prénom, on pourra bien évidemment répondre un peu plus en détail avec un échange, pourquoi pas, d'une trentaine de minutes sur ce point-là et je serais ravie de le faire. Top, merci Séverine. On a le temps pour une dernière question si j'ai quelqu'un qui est capable de répondre en 30 secondes. Quelle question à se poser pour le choix d'un ATS pour une entreprise avec des recruteurs dans le pays? C'est assez intéressant parce que je pense que ça va être le cas pas mal de recruteurs. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Allez, je prends. Go. Du coup, la question à se poser, disons qu'il faut un outil qui soit très simple, qui soit une solution, je t'orienterai plus sur une solution SaaS, du coup que tu puisses exploiter partout. Donc au final, quel que soit le pays dans lequel tu le trouves, même s'il y a des décalages horaires, pas de souci. Une solution où tu peux même avoir des traductions. Donc au final, tu peux travailler en français, en anglais ou dans d'autres langues. Et je dirais aussi surtout un outil collaboratif qui te permette en fait de pouvoir échanger avec tes collègues et tes collaborateurs directement dans l'outil. Donc au final, c'est quelque chose qui est très fréquent aujourd'hui, mais tu ne devrais pas avoir trop de difficultés à trouver un outil qui remplit ce cahier des charges avec une disponibilité dans plusieurs pays et quelque chose de collaboratif, c'est assez fréquent. Merci Johan. Merci à toutes et à tous pour vos questions. Merci à toutes et à tous pour vos réponses. On va passer maintenant à la démo. Donc la démo, ça va être maintenant le premier outil qu'on va vous présenter en détail. Ça va être Equa. Et donc on va avoir le plaisir d'accueillir Séverine sur scène pour nous faire la démonstration d'Equa et qui donc est un ATS. Tu vas nous l'expliquer et nous le détailler et je crois d'ailleurs que tu vas nous raconter une petite histoire de détective si ma mémoire est bonne. Ta mémoire est très bonne, Marion, merci. Oui, ça va être une petite histoire de détective, mais je pense que ça parlera à beaucoup de recruteurs ici présents et de recruteuses, bien sûr. Bien sûr. Ok. Go. Eh ben ouais, je vais partager, si je peux, le PDF. Alors, j'ai pas du tout la petite coche pour partager. Hein. Pardon. Alors, je fais une petite. Excusez-moi, voilà, c'est la première, du coup. C'est juste pour vous dire, vous, les participants, ne bougez pas, on va changer de studio. Donc, on va interrompre le live pendant à peu près 35 minutes. Ah, on fait une petite pause. Petite pause de publicité. Voilà. Très bien, on fait une pause musicale. D'aller attraper un verre d'eau le temps qu'on change de studio et qu'on retrouve Séverine et Marion d'ici quelques secondes. À vous les studios.